Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'avoir aujourd'hui dans mon programme dans le programme sur la restauration la possibilité de faire une séance pour commencer, parce que moi je vois ça comme un commencement d'une discussion sur un thème énorme et difficile, je dirais, comme l'intelligence artificielle. Je demandais la collaboration de l'INA sur ça. Et vous avez vu dans le programme, on aurait dû avoir aussi le contribut de Diamant avec Walter Plazot, qui ne peut pas être là maintenant. Donc, Alan Hahn est là et il couvrira toute la séance. Et je demandais à Nicola Mazzanti de m'aider à modérer cette rencontre. Donc, je leur laisse la parole et on se retrouvera peut-être pour le Q&A parce que je veux bien qu'à la fin, on a le temps aussi de ça parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Merci. Nicolas, une introduction ou j'y vais direct? Morning, bonjour. Je dois switcher en français. C'est pas facile. Et pour ceux qui parlent vraiment français, j'ai vécu 10 ans en Belgique, donc j'ai perdu mon français. Je parle avec l'accent de ces gens là-haut. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Bon, écoutez, il ne faut pas introduire l'INA. C'est complètement inutile. Je connais tout le monde connaît l'INA et connaît surtout les activités de recherche d'INA dans les derniers 30 ans, 40 ans, au moins depuis que je suis là, dans plusieurs volets de la gestion de collections audiovisuelles. Vous me corrigez, Alain, s'il vous plaît. À niveau de numérisation, de restauration, dans d'autres domaines, et aussi, évidemment, à niveau de catalogue et de catalogage, ça date depuis longtemps. Et je ne vais pas me souvenir de certaines recherches parce que ça montre mon âge. Je préfère ne pas le faire. Alain, donc, vient ici vous présenter un projet spécifique qui concerne l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle dans le domaine du catalogage. Comme Elena a rappelé, l'idée c'était d'avoir aussi un volet restauration sur l'IA, intelligence artificielle. Malheureusement, Walter, qui est un ami depuis longtemps et qui travaille dans la restauration depuis toujours, a attrapé la grippe ou un bug, comme disent les Américains. Il y en a moins 2 dans la salle. Et donc, malheureusement, il n'est pas là. Donc, mais je dois dire que peut-être c'est pas mal. Parce qu'au moins 45 minutes pour 2 projets tellement gros et importants, peut-être aurait été difficile. Donc, forcément, on va se concentrer sur l'aspect catalogage. Et donc, sur INA, le travail qu'Alain fait à INA et le projet qui est déjà en cours, peut-être déjà terminé, ça, on va le découvrir rapidement. On a 45 minutes, donc gardez vos questions pour la fin. On a synchronisé les horloges et on compte d'avoir des questions à la fin. Je vous dis déjà
toutes questions sur Elon Musk sont prohibies. Verboten. On ne fait pas la politique de l'IA parce qu'on n'a pas le temps et en plus, ça m'emmerde. Alain, allez-y. Merci. Bonjour à tous. Alors, même si, tout le monde connaît l'INA, je vais juste quand même faire un rappel parce que c'est important pour le contexte. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Donc, l'INA, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Ça signifie qu'on a des missions de service public et on a aussi des activités économiques. Et on a un modèle économique qui est basé sur 2 tiers de nos financements qui viennent des subventions publiques et 1 tiers qui est issu de nos ressources propres. Il y a 900 collaborateurs qui travaillent à l'INA à peu près. Et c'est des métiers extrêmement différents puisque ça va du technicien à l'ingénieur qui travaille sur les modèles de données IA, en passant par des documentalistes, des magasiniers, des commerciaux. Donc on a un grand panel de collaborateurs et de métiers. Donc chaque année aussi, on assure la formation de plus de 3000 personnes. Certains dans la salle participent à ces formations ou ont participé à ces formations. Et on est également producteur, donc on produit des contenus. Et à l'ère du numérique, on est aussi présent sur les plateformes numériques. On a fait en 2024 plus de 2 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Pour comprendre le travail et ce que je vais vous exposer par la suite, je vous montre ici une frise qui détaille un petit peu les 3 grands axes à partir desquels les collections de l'INA se sont constituées. L'axe bleu, il a commencé en 1975 à la création de l'INA. Et ce sont les archives qui ont été versées par l'ORTF, par les diffuseurs publics, pour un usage professionnel. C'est la base historique de l'INA. C'est aujourd'hui ce qui constitue notre fonds d'archives commercial. Et à partir de 1999, on a lancé un vaste plan de numérisation qui nous permet aujourd'hui de pouvoir jouer avec ces archives, et je mets des guillemets à jouer. En 2015, on a relancé un plan de remasterisation, parce que quand on a commencé à numériser en 1999, on a numérisé avec les technologies disponibles à l'époque. Et aujourd'hui, ce qu'on a numérisé en 1999 n'est absolument pas compatible avec les standards d'exploitation et de diffusion d'aujourd'hui. Donc on s'est lancé dans un vaste plan de remasterisation. Le deuxième axe en vert qui est important, c'est celui du dépôt légal. Donc dépôt légal de la radio et la télévision qui a été instauré en 1992 et qui a vraiment commencé à démarrer à l'INA en 1995. Et donc c'est une obligation légale d'enregistrer 24 heures sur 24 le flux des radios et des télévisions qui sont diffusées en France. Et en 2009 est venu se rajouter le dépôt légal du web. Donc on archive aujourd'hui en tout plus de 27 millions d'heures de programmes issus du dépôt légal. Et donc c'est important que vous ayez cette vision parce que c'est avec toutes ces données-là qu'on joue derrière et c'est avec toutes ces données-là que je vais développer la suite du sujet. Le troisième axe en rose, et c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre valorisation et la diffusion de nos archives sur le web. Et donc avec l'ouverture en 2006 du site ina.fr et puis ensuite des chaînes YouTube, des plateformes sur les réseaux sociaux et une plateforme de VOD, Madeleine, qui permet de mettre en diffusion et en valorisation nos archives. Ici, c'est juste pour vous montrer la typologie de nos archives. On a quand même 100 000 heures de support film et plus de 600 000 heures de programmes qui sont sur format vidéo. Alors, un des enjeux, quand on a de gros volumes d'archives comme cela, c'est la découvrabilité de ces archives. Et donc, si à l'INA, on préserve près de 30 millions d'heures d'archives, de contenu vidéo et audio, ça représente 45 pétaoctets de données, donc c'est le plus gros data center audiovisuel d'Europe. Ça équivaut à 3400 années de visionnage en continu. Donc on se rend compte déjà qu'on sort de l'échelle humaine et ça montre l'ampleur de la collection patrimoniale. Donc décrire ce contenu, ces archives, c'est un défi pour l'INA. Et sans description et sans métadonnées exploitables, il est difficile d'orienter un public, de faire des découvertes au sein d'un fonds, d'analyser des programmes, de les réutiliser. Et donc, on voit qu'à l'échelle des collections de l'INA, c'est quelque chose qui est indispensable. Ça va être peut-être de trouver ou de réfléchir à une automatisation d'une partie de ce travail de documentation.
Donc c'est vrai que historiquement, tout ce catalogage a été fait par les documentalistes, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus absorbable parce que l'augmentation du volume de données au titre du dépôt légal, c'est 1,5 million d'heures par an. Et donc 1,5 million d'heures par an, c'est quelque chose qui ne peut pas être décrit humainement. Alors on a quand même des informations sur tout ce que l'on a dans notre fonds, et jusqu'à présent on s'est appuyé sur des données qui étaient fournies par des professionnels de l'audiovisuel. Donc on a importé des données de programmes prévisionnels des diffuseurs via des sources comme Plurimédia ou alors les chaînes elles-mêmes. On a utilisé des données de post-diffusion qui sont fournies par Médiamétrie en France, et puis aussi des fiches descriptives qui sont fournies par les producteurs et les diffuseurs. Ensuite, les équipes, nos documentalistes à l'INA, ont dans l'obligation la nécessité de resynchroniser toutes ces données externes avec notre propre modèle de données pour que les infos qui viennent de manière disparate rentrent correctement dans les informations et les cases de notre modèle de données. Donc, par exemple, notre type d'information normalisée à l'INA, c'est une chaîne, un titre, un horaire de diffusion, un producteur, une catégorie. Il faut qu'on arrive à unifier tous ces apports dans notre base de données pour pouvoir ensuite réinterroger ces bases de données. Donc, grâce à tous ces apports, on a de nombreux programmes qui ont vu s'attribuer un minimum de description, mais c'est un socle important pour nous, pour l'INA, mais ce n'est pas suffisant. Elle ne couvre qu'une surface de nos collections, ces données. Il n'y a qu'une partie infime de notre contenu qui est décrit. Et aujourd'hui, toutes les informations de programmes, d'horaires et de résumés brefs sont intégrées et importées, mais toutes les descriptions fines de contenu d'émissions, de séquences, de personnes qui apparaissent à l'écran, de thèmes précis, ça n'existe que pour une minorité de documents, et la plupart des archives restent donc à explorer en profondeur. Donc un des enjeux pour nous, c'est d'arriver à combler ces lacunes de métadonnées descriptives et d'exploiter la richesse de nos archives. Et donc on réfléchit à la façon de produire nous-mêmes ces données, mais pas de les produire humainement, parce qu'on sait que humainement, c'est quelque chose qui n'est pas exploitable. Et donc, on s'est posé la question d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour cela. Donc, comme je le disais, on a une proportion vraiment infime de nos collections qui sont décrites. Ça représente aujourd'hui 85% des notices du dépôt légal qui n'ont ni mots-clés, ni paragraphe descriptif, ni résumé. Donc sur 30 millions d'heures, ça représente un gros volume d'heures. Et même sur les archives professionnelles, c'est 32% des documents qui n'ont pas de résumé, de description détaillée, de segmentation, de séquence. Donc une grande partie de notre collection n'est pas renseignée ou n'est pas suffisamment renseignée. Donc il faut qu'on arrive à accroître notre capacité à décrire finement les programmes. Et l'IA peut peut-être nous aider à atteindre un niveau de précision, de granularité et d'exhaustivité. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément obtenir à grande échelle avec les méthodes traditionnelles. Donc il va être pour nous indispensable de détailler les contenus d'une émission et de le faire pour plusieurs millions d'heures, afin que l'on puisse améliorer la description, élargir les possibilités de découverte au sein de nos collections, pour que des utilisateurs puissent trouver plus facilement ce qu'ils cherchent, voire tomber sur des archives inattendues dont on n'avait même pas nous connaissance. Et puis pouvoir aussi ouvrir de nouvelles perspectives d'analyse, de recherche sur des contenus qui sont dans le dépôt légal, qui est une vraie mine d'or pour l'histoire des médias et pour l'analyse aussi de l'histoire des médias. Et puis cet enrichissement-là documentaire va aussi favoriser de nouvelles exploitations créatives autour de nos archives. Après, quand on parle d'IA, on a tout de suite la question qui vient sur la fiabilité, la transparence des résultats et où est le contrôle par l'humain. On ne peut pas simplement générer des données et les intégrer sans aucun regard critique. Je dis générer des données à base d'intelligence artificielle et les intégrer sans aucun regard critique. Il faut qu'on soit conscient que tous les algorithmes ont des biais. Ils peuvent commettre des erreurs, et ils en commettent. Ils ont des approximations, et il y en a beaucoup. Donc l'enjeu, c'est de garantir qu'on pourra faire confiance aussi aux métadonnées produites automatiquement, comprendre comment est-ce qu'elles sont produites, et garder la main et superviser l'ensemble du processus. On estime à l'INA qu'on a vraiment une responsabilité en termes de crédibilité de nos archives. Si les outils d'IA associent de mauvaises données à un média, ça peut induire des erreurs, en erreur les utilisateurs, ça peut nuire à la confiance. Il faut qu'on mette en place des garde-fous
il a fallu qu'on y réfléchisse pour qu'on puisse maintenir un haut niveau de fiabilité. Et puis aussi, il a fallu que l'on puisse assurer la transparence et expliquer comment l'IA travaille, quels sont ses taux d'erreur, où sont ses limites. Vis-à-vis des ayants droit, pour nous et des producteurs, il était important d'adopter une démarche éthique et l'humain devait rester au centre des processus décisionnels. L'IA doit être un outil au service des documentalistes et non une boîte noire incontrôlée. C'est pourquoi on a abordé ce chantier avec ambition, mais aussi avec prudence, en planifiant une évaluation rigoureuse des résultats. Et donc, ici, vous avez une petite slide qui vous montre un petit peu tous les outils qui sont utilisés sur une image, sur un contenu. Et donc, pour relever le défi de l'indexation automatique, on a mobilisé l'ensemble de ces outils qui couvrent différentes typologies d'analyse des contenus. Il y a d'abord les outils de segmentation, qui sont des outils qui ont été développés par l'IA, qui découpent les programmes en unités logiques, les séquences au sein d'un journal, au sein d'une émission, le moment où on a la météo, le moment où on a un reportage. Tout ça, c'est ce que l'outil de segmentation est en capacité de faire. On a aussi la reconnaissance visuelle avec la détection des logos, identifier la chaîne ou l'émission avec son logo. Donc, comme je disais, la reconnaissance des visages pour nommer les personnalités qui sont filmées, la reconnaissance des objets, des descriptions des images, comprendre ce qui est montré à l'image, le décor, les objets présents. Et pour la segmentation, qui est un outil qui a été développé par l'INA, les modèles ont été entraînés en faisant une description fine de l'habillage des JT, des chaînes de télévision. C'est-à-dire qu'on a intégré dans les modèles de données le JT, l'habillage d'un JT, ce qui fait que quand un journal de télé change d'habillage, on est obligé de réentraîner les modèles pour pouvoir faire de la nouvelle segmentation. En parallèle, on a aussi déployé des outils sur l'audio pour la reconnaissance du genre du locuteur, l'identification de l'orateur et la transcription de la parole en texte, qui est l'élément central, parce que le speech-to-text qui nous permet de transcrire tout ce qui est dit en texte exploitable. On a associé à ça la diarisation, qui est la capacité à segmenter un flux en fonction des intervenants et pouvoir découper donc, la transcription en segments et pouvoir dire là, c'est l'interlocuteur 1 qui parle, l'interlocuteur 2, et encore mieux si on a identifié les interlocuteurs, là, c'est telle personne qui parle, et là, c'est telle autre personne qui parle. On a utilisé aussi des systèmes de reconnaissance optique des caractères pour pouvoir extraire le texte qui est affiché sur les images, donc comme là le nom du présentateur, ce qui permet d'avoir une extraction d'entités nommées, des personnes, des lieux et des organisations qui sont mentionnées éventuellement dans les discours ou dans les émissions. Et derrière, on a aussi utilisé des algorithmes qui nous permettent de produire des résumés automatiques du texte et de détecter des thématiques abordées, et même, et ça c'est un point important, de vectoriser le contenu, ce qui permet derrière de pouvoir retrouver chaque programme de manière, on va dire, en langage naturel et l'interroger de manière sémantique. Peut-être qu'il y aura des questions dessus et je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mais c'est une nouvelle approche de la donnée qui permet de faire en sorte que quand on a des éléments qui ont été vectorisés, ça se retrouve dans un modèle de données, et des vecteurs qui sont proches vont nécessairement être sur les mêmes sujets, et ça permet, d'un point de vue sémantique, de pouvoir interroger une base de données et ressortir tous les éléments qui sont proches d'un sujet tel qu'il a été abordé. Donc, tous ces outils nous fournissent des données que, donc, comme je disais, qu'aucun humain n'aurait pu produire à l'échelle requise, parce que si je prends aujourd'hui 30 millions d'heures que l'on a de programmes qui seraient traités manuellement, c'est quelque chose qui est complètement infaisable, parce que même si on imagine une personne qui va traduire, transcrire, décrire finement en 6 heures, 1 heure de programme, ça représente 180 millions d'heures de travail pour décrire 30 millions d'heures de programme. Donc à l'échelle humaine, ça fait 100 000 années hommes de travail pour décrire 30 millions d'heures de programme, sachant qu'on a un accroissement d'1,5 million d'heures par an. Donc plusieurs millénaires de travail si une seule personne s'y attelait. Donc l'IA, elle peut absorber ce genre de volume.
Avec les moyens de calcul actuels qu'on a déployés, 1 heure de vidéo peut être traitée en à peine 2 secondes avec de l'intelligence artificielle. Et on a aujourd'hui dans nos infrastructures un parc de serveurs de 90 GPU qui travaillent en parallèle pour travailler sur ces transcriptions et tous ces traitements d'IA. Donc théoriquement, on peut se dire que l'ensemble de nos 30 millions d'heures ne prendrait que 2 ans de calcul ininterrompu. C'est certes un délai significatif, mais incomparable donc, aux centaines de milliers d'années hommes qui seraient nécessaires pour que ce soit fait par un être humain. Mais il faut aussi que les résultats... Alors, je dis que ça prendrait que 2 ans si les résultats étaient intégrés de manière brute dans nos bases de données, mais les résultats qui sont générés par l'IA, il faut qu'ils alimentent nos bases de manière fiable, traçable et efficace. Et donc, ça demande un travail et une analyse de données, un travail et un savoir-faire en ingénierie logicielle, et un travail aussi en algorithmique pure. Donc, en somme, les outils l'IA nous donne la puissance de faire, c'est à nous de développer la sagesse de bien faire. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire aujourd'hui, parce que parmi tous les défis que l'on a à relever, celui de la fiabilité des données produites par l'IA est central. Donc il ne suffit pas de générer des métadonnées en masse, il faut s'assurer qu'elles soient suffisamment justes pour être utilisables. En contexte professionnel, une donnée erronée peut induire les utilisateurs en erreur ou se propager dans nos systèmes. On peut même parfois ne pas du tout s'en rendre compte, parce qu'une petite donnée d'erreur comme ça peut se propager et on s'en rendrait compte une fois que la donnée aurait été reproduite. Je donne un exemple, avoir nommé une mauvaise personne, on ne le voit pas forcément si on ne corrige pas ou si on ne contrôle pas, mais petit à petit, le fait d'avoir nommé cette personne avec ce nom-là, ça se propage parce que les modèles apprennent, et puis dans nos données, c'est corrigé, et toutes les données antérieures se retrouvent avec le mauvais nom de la personne, et une fois que ça a été propagé sur des millions d'heures, on ne sait pas revenir en arrière, et on se pose la question de si les plus vieilles archives ont été renommées avec ce mauvais nom de personne, on ne peut pas revenir et se dire mais quel était le bon nom de la personne. Donc pour nous, il s'agit vraiment de garantir la confiance. Une des missions de l'INA, c'est de fournir des archives qui sont fiables aux professionnels, aux chercheurs, au public, et la confiance dans les métadonnées, pour nous, est primordiale. Donc si on indexe un mauvais contenu, mauvais nom d'une personne, on risque de réécrire l'histoire de manière erronée. Donc pour nous, le contrôle de la fiabilité, c'est un enjeu éthique et patrimonial. Il en va de l'intégrité de nos archives. Donc il faut trouver vraiment un équilibre entre le volume et la qualité. Ça va jusque-là? Oui. Ça va jusque-là? Oui aussi. Bon, en fait, je fais une petite pause pour vous dire que tout ça, on l'applique aujourd'hui à l'INA, et on a sorti en octobre 2024 un site qui reprend une partie de ces outils. Et donc, une des applications aujourd'hui concrètes est accessible en ligne. Si vous ne le connaissiez pas, si vous n'aviez pas joué avec, vous allez pouvoir y aller en sortant de cette conférence. C'est le site dataina.fr, qui est une démonstration donc, de l'analyse des contenus médias par l'IA appliquée à une partie de nos archives. Donc, ce n'est pas l'ensemble des 30 millions d'heures qui sont accessibles là, mais c'est une sorte de vitrine concrète de ce que nos outils peuvent apporter comme nouvelle connaissance autour de nos archives. Donc on est passé de l'expérimentation en coulisses à la mise à disposition effective des données d'archives enrichies par l'IA. Et ça illustre notre volonté d'innover dans notre mission de valorisation des médias et de mieux faire connaître nos collections. C'est aussi un double enjeu pour nous, parce que ça sert à sensibiliser les publics aux outils d'IA, et ça peut apporter aussi une nouvelle compréhension des médias. Donc il y a une volonté pédagogique de montrer les apports et les limites de ces analyses automatisées. On le verra juste après sur d'autres slides. Et c'est aussi pour nous un terrain d'apprentissage, parce qu'on met en œuvre l'IA à grande échelle et on identifie concrètement les défis techniques, humains et juridiques que l'IA amène. Donc le site, comme je disais, il n'est pas alimenté de 30 millions d'heures aujourd'hui. C'était quelque chose de trop gros, en tout cas pour le lancement. Il est alimenté d'un corpus très précis. Ce sont les journaux télévisés du soir et les chaînes info en continu et les principales matinales de radio de la période 2015 à 2024. Et on remonte petit à petit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en 2015, mais on continue à intégrer de nouvelles données.
Et vous allez voir, je vais vous expliquer après pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout d'un seul coup. Ça représente quand même des dizaines de milliers d'heures de programmes d'information et on a commencé par ce corpus-là sur les chaînes d'infos en continu parce qu'il est très riche en informations verbales et visuelles et il intéresse un très large public. Bon, maintenant comme vous êtes des spécialistes des outils IA, je vais peut-être passer un petit peu rapidement sur les 3 outils qui sont utilisés puisque je les ai décrits auparavant. On a la transcription automatique, on a l'extraction des entités nommées et on a aussi l'analyse de la voix et du son. Vous maîtrisez tous maintenant ces outils ou vous voulez que je refasse un petit tour de ce que ça fait? C'est bon pour tout le monde? Donc, dès la conception du site, on a intégré des exigences de traçabilité et de contrôle humain. Chaque résultat qui est mis en ligne est adossé aux sources originales. On peut donc remonter au programme d'origine, à la portion précise d'où vient l'information, ce qui est essentiel pour la transparence et la vérification. Et de plus, les équipes éditoriales ont validé chaque question et chaque graphique présent dans le site pour assurer que l'interprétation reste pertinente et que l'IA n'a pas introduit d'aberration. Et avant même le lancement, on a conduit une évaluation approfondie des données. On a vérifié les taux de précision des transcriptions sur les extraits tests et on a passé en revue des listes de personnalités détectées pour éliminer des confusions, des homonymes et autre chose. C'était primordial pour nous parce qu'il fallait que ça réponde à un certain niveau de qualité de l'INA et on ne pouvait pas publier un site et mettre en ligne un site sur nos données avec trop de biais. Et c'est pour ça aussi qu'on a réduit le corpus parce que si on avait dû faire toutes ces vérifications avant de lancer le site, il ne serait pas encore lancé. On serait encore en train de faire les vérifications. Donc voilà comment travaille le site de la production de la donnée, donc l'enregistrement des 184 chaînes de radio et télévision, jusqu'à l'intégration dans les outils IA. Donc tous les résultats de transcription, d'entités nommées, de segmentation ont été agrégés et indexés dans une base de données. Ils ont constitué une matière première de visualisation interactive qui sont accessibles sur le site ina.fr. Donc c'est vraiment l'aboutissement, comme on peut le voir ici, d'un pipeline complet de traitement IA, depuis l'ingestion des vidéos jusqu'à la restitution d'informations sur forme graphique. Et je ne vais pas avoir le temps de vous faire la démonstration du site, donc je vous laisserai aller voir comment ça se présente. Juste trois éléments importants, c'est que tous les traitements qui ont été faits ont été évalués, c'est-à-dire qu'on a eu un suivi continu des résultats, on a mis en place des processus de vérification et de vérité de terrain pour chacune des IA utilisées sur le site, qui permettent d'afficher des taux de fiabilité pour chacune d'elles. Ça a été réalisé sur des échantillons représentatifs de l'ensemble, qui permettent de comparer les résultats des outils avec ceux élaborés par les équipes INA, et on a des taux de confiance qui sont assez élevés, puisque sur les entités nommées, on est à 83%, et sur la détection du genre, on est à 95%. Il y a aussi une équipe qui s'assure du suivi exhaustif du flux, puisqu'on enregistre 24 heures sur 24, 184 chaînes de radio et télé. Il peut y avoir des trous, et on a donc un contrôle pour vérifier qu'on a bien tous les contenus qui sont disponibles, et quand on a ce qui peut arriver, des trous parfois sur certains JT, sont des informations qui remontent pour être sûr que l'analyse se fait sur l'exhaustivité du corpus tel qu'il a été défini. Et ensuite, le contrôle humain, qui est un des enjeux pour nous, c'est vérifier la pertinence des résultats concernant entre autres les personnalités, la correspondance effective avec les noms détectés et transcrits par les outils d'IA, et ce qui est réellement la mention dans le média d'origine. Et ça a été effectué sur l'ensemble des chaînes concernées par les personnalités et uniquement sur le top 20, sur les top 20 mensuels. Et on garde le résultat de l'IA, c'est-à-dire que dans un souci de transparence, quand l'IA se trompe, on l'affiche sur le site. Et là, c'est ce qu'on voit avec Richard Wagner qui apparaît comme étant une entité nommée et grandement nommée sur une période, ce qui peut être ce qui peut poser question parce qu'il n'a pas sorti d'album récemment. Donc pourquoi est-ce que Richard Wagner apparaît à ce moment-là? Et donc on s'est rendu compte que c'est l'IA qui a eu un biais et qui a confondu la milice Wagner avec Richard Wagner. Et on laisse sur le site l'information
pour montrer qu'il y a des biais et que l'IA se trompe. On a eu le même sujet aussi avec Paul Verlaine et les fenêtres Verlaine qui apparaissaient dans des publicités en France. Donc voilà, vous retrouverez sur le site la présentation, c'est 4 points d'entrée, 16 questions et 28 data visualisation, 28 graphiques qui vous permettent de comprendre et de voir les données, le résultat de ces données. Et je vais conclure rapidement pour dire que l'IA sera ce que nous en ferons. Pour moi, ça ramène à une conclusion, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil, c'est à nous de décider de son usage. Autrement dit, un mauvais ouvrier va blâmer ses outils. Il ne faudrait pas blâmer l'IA sur tous les maux éventuels, mais bien se demander comment est-ce qu'on oriente son emploi. L'IA, ça peut être un formidable levier d'accès au patrimoine ou au contraire un risque pour ce patrimoine, selon les choix que nous ferons. L'introduction massive de l'IA modifie profondément notre organisation de travail à l'INA, mais un petit peu partout. Ça amène à repenser le rôle de chacun. Par exemple, si l'IA prend en charge la première étape de description des contenus, comment les documentalistes et les journalistes vont-ils adopter leur travail? Faut-il anticiper ces outils? Il faut les anticiper et il faut les implanter utilement. Il faut imaginer une collaboration humaine avec la machine. Il faut réinventer des workflows. Ce changement, il peut être enrichissant, mais il doit aussi être réfléchi pour que l'IA soit un atout et pas un perturbateur. Et dans les premiers tests que l'on a pu faire, on s'est dit au début que l'IA allait faire toutes les tâches rébarbatives et faciliter le travail de l'humain et laisser à l'humain que les tâches qui sont des tâches plus valorisantes. Et on s'est rendu compte que dans le travail quotidien, finalement, des tâches rébarbatives, c'est des choses qui sont faciles à faire et ça permet de se libérer du temps. Il y a aussi un sujet sur l'éducation à l'image et la transmission du savoir. Et je vois qu'il faut que je fasse vite, donc j'avance dans ce que je suis en train de dire. 10 minutes encore? Oui, d'accord. Parce que, bon. Mais on laisse, si vous voulez, on laisse ça, comme ça tout le monde a le temps de le lire, oui. Réfléchir. Et surtout réfléchir. L'usage de l'IA, pour nous, ça pose aussi de nouvelles questions éthiques dans le domaine des archives. Quel statut pour les ayants droit qui ont des contenus qui ont servi à entraîner des modèles? Comment est-ce que ces modèles qui créent une nouvelle valeur peuvent rémunérer aussi ces nouveaux contenus peuvent rémunérer les ayants droit? Donc on a pour nous besoin de réfléchir à un code d'éthique sur l'utilisation de l'IA sur le patrimoine. À quoi pourrait ressembler une collaboration internationale en la matière? Est-ce qu'on peut imaginer un effort global des archives et détenteurs de patrimoine du monde pour définir ces règles? Un autre aspect aussi qui est parfois oublié, c'est le coût environnemental de ces technologies. Faire tourner l'IA sur des data centers, ça consomme énormément d'énergie et même d'eau. Donc à mesure qu'on augmente tous les traitements, notre empreinte écologique grandit. Donc comment générer des ressources de manière efficace, plus sobre et peut-être collective? Est-ce qu'il faut mutualiser entre institutions patrimoniales des infrastructures pour des calculs plus verts? Ou est-ce qu'il faut peut-être simplement limiter certains traitements non essentiels pour économiser de l'énergie? Et un autre enjeu qui est un enjeu central pour moi aussi, c'est la souveraineté des données et des images. On doit éviter que l'automatisation n'entraîne des biais incontrôlés dans la manière dont nos archives sont diffusées ou perçues. Par exemple, si un algorithme américain catégorise nos contenus selon des critères qui ne correspondent pas à notre culture, parce que notre culture n'a pas entraîné les modèles, cela peut poser des problèmes. De plus, il y a la question de la protection du patrimoine, aujourd'hui, en cas de turbulence géopolitique, et on le vit en ce moment. Donc comment créer des réseaux de sauvegarde internationaux pour protéger les archives numériques des conflits, des cyberattaques ou autres dépendances trop fortes à des outils étrangers? Il faut qu'on y réfléchisse aujourd'hui. Et pour finir, la question de préserver le patrimoine cinématographique et audiovisuel, le rendre accessible et intelligible tout en embrassant les outils du futur doit être sur toutes les lèvres. L'intelligence artificielle, dans ce cadre, ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service de notre ambition fondamentale, que le patrimoine cinématographique et audiovisuel vive, qu'il soit transmis aux générations futures et qu'il éclaire notre compréhension du monde. Et je finis par une phrase que j'ai utilisée tout à l'heure: les outils d'IA nous donnent la puissance de faire, à nous de développer la sagesse de bien faire. Voilà, merci.
Voilà. Merci Alain. On n'a pas beaucoup de temps. Comme toujours, au Festival Cinema Ritrovato, le temps, il n'y en a pas. 2-3 questions sur le point. Bonjour. J'avais une petite question concernant l'impact environnemental, justement. Je voulais savoir ce qui avait déjà été mis en place par l'INA, parce que, comme vous l'avez dit, il y a plus de 30 millions d'heures, ce qui est énorme, et ça continue tout le temps. Donc, ouais, c'était pour savoir qu'est-ce qui avait déjà été mis en place, qu'est-ce qui va être mis en place. Voilà. Merci. Alors, la première chose, le premier choix qui a été fait, c'est de garder une forme de souveraineté technologique. Donc, l'ensemble des infrastructures sont hébergées dans nos data centers. Donc, le premier impact, finalement, c'est déjà l'impact énergétique. On a une production en France qui est décarbonée et on a choisi d'utiliser cette production décarbonée pour faire nos calculs et de le faire dans nos infrastructures, dans un data center, enfin dans des data centers où les températures sont aussi contrôlées. On n'est pas sur des data centers qui sont à 20 degrés, on est plus élevé à 25 degrés. Donc on a cette ambition-là. Et à côté de ça, les données, globalement les 30 millions d'heures, sont stockées sur un système qui est très peu énergivore. Donc l'ensemble de ces choix font qu'on a un impact carbone qui est assez limité. Pas suffisamment encore, mais assez limité. Il y en a un autre. Yes, if I understand correctly, the checking of the AI data is tremendously time involved and checking for any corrections. I wonder if your website you have launched so far has an option for feedback and for proposed corrections. Je veux bien ouais. Si le site que vous avez montré, il a la possibilité de proposer des corrections à ce qu'on voit. Si les utilisateurs peuvent proposer des corrections. Oui. C'est ça? Si. Alors, sur le site, pas directement, mais s'il y a des erreurs, on peut les remonter, effectivement, mais on ne va pas corriger les résultats. On va noter, comme je vous ai montré, on va noter effectivement qu'il y a un biais, qu'il y a une erreur, et on va laisser l'erreur visible. Bonjour, j'avais une question à propos des outils spécifiques, puisqu'il y a plusieurs outils qui ont des fonctions différentes, et il y en a que vous avez mis au point en interne, si j'ai bien compris, et d'autres que vous avez pris et qui étaient déjà existants. Comment vous avez fait justement ces choix de soit les créer en interne, ou alors quand vous en avez pris étaient déjà existants, quel a été ce qui a déterminé votre choix? On a évalué tous les outils qui existaient. On a fait le panel de tout ce qui était disponible sur étagère, ce qui était en open source. On a mesuré les performances de ces outils. On a mesuré leur capacité d'évolution ou d'apprentissage. Et ensuite, derrière, on a choisi ce qui était le meilleur, donc du Whisper pour de la transcription et d'autres outils qui sont aujourd'hui effectivement les meilleurs dans leur domaine. Et quand il n'y avait pas d'outils existants ou quand les performances n'étaient pas là, on a développé nos propres outils. Alors, je crains qu'il faudra couper. Ce n'est que le début, comme on disait il y a très longtemps. Pour ceux qui... On n'a pas touché plein de choses qui sont évidemment très intéressantes, compliquées, et on n'a pas eu le temps, mais aussi c'est un choix évidemment. On a décidé de ne pas discuter je cite, est-ce qu'on parle de AI ou on parle de ML, machine learning, est-ce qu'on parle de language models ou de reasoning models?
ça sont toutes des questions qu'il faudra un jour aborder quand on parle d'intelligence artificielle appliquée à ce que nous faisons. Je vous laisse peut-être, vu il faudra reparler. Entre-temps, vous pouvez, je crois, commencer à réfléchir sur 2 ou 3 choses qui, à moi, que je ne suis pas du tout un expert, me posent problème. Un, c'est le modèle. On en a parlé. D'où viennent les modèles? Il y a un expert d'intelligence artificielle qui définit, tout le monde sait que les algorithmes ne sont ni objectifs ni neutraux. On dit tout ce qui fait l'intelligence artificielle est nous donner une opinion couverte de mathématiques, par la mathématique. C'est une opinion, mais cette opinion vient de modèles qui ont été écrits par des hommes. Donc, il y a un problème de souveraineté, c'est-à-dire, on est en Europe, on est en France, on n'est pas, heureusement, dans un autre pays, ou malheureusement. Vous pouvez, si vous avez envie, lire un très beau livre. Le titre est génial, Algorithm of Oppression. Les algorithmes de l'oppression, écrit par Umoja Nobel. Je pose une petite question là-bas, il y avait une slide qui disait reconnaissement de la voix, voice recognition, man, woman. Ha! This is gonna be fun dans les prochains 50 ans. So, algorithm of oppression. Et l'autre chose, on a parlé du projet de l'INA. Le premier, vous savez bien que le premier article sur la informatisation des catalogues date de 1976. Pardon, la Belgique, merde, 76. Donc, si vous avez envie, il y a un joli site de la Library of Congress Labs qui parle de d'autres choses qui sont pour moi importantes. Computing power, donc la quantité d'énergie nécessaire pour faire toutes ces choses géniales, qui les paye, qui les fait, empreinte carbonique, et surtout crowdsourcing, qui a une discussion à faire, comme la question de monsieur, qui est très raisonnable. Donc, Library of Congress Labs, la première publication date de 2019, la dernière d'il y a 1 an, qui parle justement d'une chose très importante qui est le projet qui s'appelle Human in the Loop, l'intégration de documentalistes avec les outils dont Alain nous a parlé. Et finalement, les dernières choses sorties sur l'AI, comme ça vous pouvez vous tenir seulement le titre, hein. L'analyse est très importante. Apple, The Illusion of Thinking, l'illusion de penser. Et sur ça, merci et au revoir. Illusion of Thinking. Merci pour la patience et surtout merci à Alain. La prochaine fois, on fait 2 heures, hein? Et interrogation à la fin. Merci Alain. Oui, pardon, je n'avais pas pensé.